Vous avez été traduit dans le monde entier et vous publiez une brève histoire de l'égalité. Quand je dis brève, alors en fait, il y a quand même en réalité près de 400 pages. Dans un format de poche. Mais dans un format de poche et par rapport à vos derniers livres qui pourtant se sont très bien vendus, mais qui étaient véritablement des bibles avec près de 1000 pages. Vous vous passionnez pour la question de l'égalité, c'est votre angle. Et il y a une chose qui m'a particulièrement intéressée, c'est le regard que vous portez aussi sur notre époque. Avec les hausses des prix, avec les salaires qui stagnent, est-ce qu'on est dans une période pré-révolutionnaire ? En tout cas, ce que je montre dans ce livre, qui est d'abord un livre d'histoire, après dont chacun, il y a plein de matériaux historiques. C'est pour ça que je puise dans l'histoire pour essayer d'expliquer aujourd'hui. Pour comparer des sociétés entre elles, c'est que il y a un mouvement général vers l'égalité dans l'histoire. Ce que je montre, c'est que depuis la Révolution française, depuis aussi la révolte des esclaves à Saint-Domingue en 1791, au moment de la Révolution française, a commencé, disons, le début de la fin des sociétés de privilèges d'un côté, des sociétés esclavagistes et coloniales de l'autre. Et ce mouvement vers l'égalité, il vient de très loin, il n'est pas prêt de s'arrêter. Et donc les révoltes, les luttes pour plus de justice, c'est pas quelque chose comme ça qui va s'arrêter. Et donc, par exemple, des révoltes fiscales comme celle qu'on a vues en début de quinquennat sur les Gilets jaunes, ça va pas s'arrêter tant qu'on n'aura pas trouvé une solution plus juste pour faire face, par exemple, au réchauffement climatique. Donc, tant qu'on arrivera avec des solutions, comme on rediscute aujourd'hui en Europe, d'une taxe carbone uniforme qui frappe de la même façon les plus pauvres, les plus riches, et qui souvent, en fait, exempte les plus riches, alors que les niveaux d'émissions carbone des 50% les plus pauvres actuellement en France sont à 4-5 tonnes par tête, sont au niveau qu'on est censé à tous atteindre pour 2030 ou 2035. Le problème, c'est les personnes qui émettent 20, 30, 40 tonnes qui sont à l'autre bout de l'échelle de revenus. Donc si vous arrivez avec des outils qui traitent tout le monde, qui ratiboisent tout le monde de la même façon, la personne au SMIC comme la personne à 10 SMIC, oui, ça va pas marcher. Donc oui, il y aura d'autres révoltes. Un point commun avec la période d'avant la Révolution française, c'est qu'on accumule des dettes parce qu'on n'arrive pas à faire payer les privilégiés au moment de la Révolution française, et ceux aujourd'hui qui manient le séparatisme fiscal en allant cacher leurs avoirs à l'étranger. Vous choisissez vos mots de manière assez provocante. Quand vous dites séparatisme fiscal, j'imagine que c'est pas complètement au hasard. Ça, c'est vraiment factuel. C'est-à-dire que la libre circulation des capitaux a organisé les conditions d'un séparatisme fiscal. Enfin, en soi, la circulation de l'investissement, ça pourrait être une bonne chose, mais à condition qu'on organise la mise à contribution des uns et des autres. Sur la question de l'égalité, il y a aussi un point pour vous, c'est que l'héritage doit être une sorte d'héritage commun. On doit partager. Jusqu'à un certain point. Moi, ce que je constate ça marcherait comment Alors, non mais attendez, moi je regarde d'abord les évolutions historiques et j'essaye de voir les conclusions qu'on peut en tirer. Parce que le problème, c'est pas ce qui germe dans ma tête, c'est ce qu'on observe dans l'histoire. Ce qu'on observe dans l'histoire, c'est qu'il y a eu une certaine diffusion du patrimoine, c'est-à-dire que pour donner quelques ordres de grandeur, jusqu'au 19e siècle et jusqu'avant la Première Guerre mondiale, les 10% les plus riches possédaient 80-90% du total. Aujourd'hui, ils sont à seulement 50-60% du total, ce qui est déjà beaucoup. Donc ça va dans le bon sens pour vous. Oui, ce qui est absolument beaucoup, mais ce qui reste beaucoup pour 10% de la population. Le problème, c'est que les 50% les plus pauvres, aujourd'hui, vont recevoir en héritage. Par exemple, les 50% des Français les plus pauvres au sein d'une génération vont recevoir 6% du total. Alors, c'était 2% au 19e siècle, donc c'est une amélioration. Mais pour 50% de la population, ça n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que l'essentiel du gain, c'est fait au bénéfice des 40% qui sont ni les 10% les plus riches, ni les 50% les plus pauvres. La question, Apolline, c'est est-ce que on doit se contenter de cette situation? Est-ce qu'on doit accélérer les choses? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pose la question. Est-ce qu'on doit se contenter d'une situation où vous avez toute une partie d'une génération, s'ils veulent créer une entreprise, s'ils veulent développer un projet personnel, n'ont pas les moyens pour ça, alors que d'autres personnes, parfois, ont des moyens dont ils savent pas très bien quoi faire. Donc, je pose la question, effectivement, de est-ce qu'il n'y a pas une redistribution de l'héritage permettant à chaque